de l'actualité. Nombreux sur les politiques. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusé à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que plus personne ne comprenne rien. C'est seulement à ce prix que vous serez tiré d'affaire. Merci de réfléchir sur ce théorème machiavélique de Charles Pasqua, un ancien Premier ministre français, à méditer en cette journée du 26 novembre 2018. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Bienvenue à cette première convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Vous savez, ce rendez-vous où sont jugés les faits de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Je suis Loukman Sanfo, président de ce tribunal. Mes deux juges au siège sont bien au poste. Bonjour Vaha, bonjour Bougman. Il a dit bonjour. Ok, bonjour président, bonjour juge Var. Heureux de vous retrouver, président. Merci. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. D'accord, merci à tous les deux d'être encore une fois sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Je reviens d'une maladie, on parle à pleine forme, mais en tout cas, on respecte le rendez-vous pour ce lundi. Merci de votre fidélité. Bonjour à tous et à toutes. Alors, messieurs les juges, vous le savez, le débat sur la hausse des prix des hydrocarbures continue de dominer l'actualité. On parlait il n'y a pas bien longtemps, en tout cas, de cet appel lancé par la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la CCVC, qui a lancé un appel aux populations à marcher. C'est une journée nationale de protestation sur l'ensemble du territoire national. Cet appel sera entendu plus tard par l'opposition politique qui salue la justesse de l'appel et se montre solidaire de l'initiative. Alors actuellement, il se mène une mobilisation sociale pour faire entendre raison au gouvernement à qui on demande d'ores et déjà de suspendre la mesure. Alors justement, comment l'exécutif, on va dire, perçoit cette réaction sociale? C'est tout le sens de cette convocation du tribunal de l'actualité. Le 29 peut-il changer quoi que ce soit dans la dynamique enclenchée par le gouvernement? On en parle avec une des voix autorisées du gouvernement, la personne de Marie Marchal, Laurence Ilboudo. Bonjour Madame le ministre. Bonjour Monsieur le juge, bonjour juge Varin, bonjour juge Bougma. Bonjour Madame. Voilà, vous êtes ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Merci de répondre à notre invitation. Madame, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos avec les juges au siège. Alors, on s'excuse encore une fois pour la qualité de la voix ce matin. On passe tout de suite maintenant la parole au juge Bernard Boukma pour son avant-propos du jour. Il fallait faire les excuses pour deux voix. Bon, c'est vrai. Merci, président. Mon avant-propos, nous sommes en début de semaine, c'est lundi. Donc, je souhaite une très bonne semaine à tous les Burkinabés. Je souhaite également une agréable journée
de lundi. C'est le premier jour. Il y en a de la semaine, il y en a qui ne l'aiment pas lundi. Alors que sans lundi, les autres jours ne peuvent pas venir. Donc, aimons lundi, et puis on va avancer. C'est tout quoi. Voilà, donc je souhaite également la paix dans les cœurs, le désarmement verbal, parce que c'est très important. Et donc, un autre avant-propos à la suite de cette pensée positive pour la semaine. Le week-end, l'information a d'abord circulé sur les réseaux sociaux à travers un communiqué de l'état-major français. Ensuite, les médias ont repris, puis bon, après, il y a des confirmations officielles qui tentent en tout cas, qui ont annoncé la mort de Koufa, donc le chef terroriste Amadou Koufa. Le Geoffroy, d'ailleurs, prenait cela en avant-propos quand il s'est affiché aux côtés des autres chefs terroristes. La dernière fois, comme pour narguer l'opinion. Donc, juste après, il y a eu les frappes. Selon les informations, il est resté. L'observateur Palaga, le doyen de la presse burkinabé, a titré si c'est vrai, alhamdoulilah. Ça veut tout dire, parce que Mr Malboro, dont je vais parler de Mokhtar Ben Mokhtar, a plusieurs fois été donné pour mort lors des attaques, même pendant l'opération Serval, mais il est toujours en vie. Ce n'est pas pour dire que compte tenu qu'il y a eu cela, c'est pas vrai, c'est peut-être avec de la réserve qu'on prend, mais si il a été atteint dans les frappes et qu'il est mort, pour autant aussi ça n'arrête pas l'activité terroriste. Donc c'est pas une victoire d'étape, mais pas forcément une victoire définitive. Ben Laden a été tué, Al-Qaïda a survécu à Ben Laden. C'est vrai qu'Al-Qaïda a été beaucoup diminué au profit de l'État islamique, mais quoi qu'il en soit, parfois ils ont comme c'est des tentacules qui poussent. Voilà, je pense que une victoire d'étape, mais le combat reste à se poursuivre. C'est une bataille de gagner, mais la guerre elle-même n'est pas finie. Donc c'était ça aussi l'autre avant-propos. Merci, Président. D'accord, merci bien à vous, juge de l'actualité Ben Abouma. La parole est à Vaha. Moi, j'aurais deux avant-propos. Je vais me faire le fort d'être assez bref. D'abord, Yacouba Savadogo, qui, le 24 novembre dernier, a reçu son prix Nobel Alternatif pour le combat qu'il a mené pour stopper le désert. Quelqu'un qui est né dans les années 30, qui a fait une école coranique, qui s'est vu d'abord grand commerçant, vendeur de pièces détachées, et qui revient dans sa localité et qui voit que c'est le désert qui est en train de tout décimer. Les gens fuient. Il décide de faire barrière au désert. Ça paraît fou, et c'est là qu'il est nommé le fou du village aussi. Mais aujourd'hui, son combat lui est reconnu parce que d'une zone aride, il est parvenu à faire sortir une forêt d'environ 40 hectares. Ça, c'est un monsieur. Et j'ai aimé comment les jeunes ont fait la haie d'honneur l'accompagnant pour son voyage où il devrait recevoir ce trophée-là. Vous savez, ça paraît fou, hein. Quand on voit le désert, c'est une force de la nature aussi. Et puis, vouloir stopper, lorsque vous commencez, c'est du domaine de l'incompréhensible pour certains, c'est le domaine de la folie. Mais c'est quelque chose qu'il a réussi, ça devrait nous inspirer, chacun de nous, et savoir que il n'est pas de combat qui soit vain, et pourvu qu'on veuille vraiment, si on y met les moyens, on peut parvenir à avoir des résultats probants. Je vais m'arrêter là pour cet avant-propos. Deuxième avant-propos, c'est Ellen Johnson Sirleaf, qui ancienne présidente du Libéria, qui fait une sortie récemment et qui envoie des pics à l'endroit des chefs d'État qui ont duré au pouvoir et qui sont aussi des nages assez avancés, leur demandant de laisser la place à la nouvelle génération. Et parmi le syndicat des chefs d'État, celui qu'elle a eu à citer nommément, c'est Museveni, qui quand même a été le dernier en date à changer sa constitution pour pouvoir se présenter, je pense, pour un 6e mandat en 2021, qui a plus de 30 ans déjà au pouvoir. C'est une pique de rappel, c'est bien, mais c'est ça le problème de l'Africain, c'est que on s'est donné les leçons lorsqu'on est parti. Elle est partie quand même à 79 ans, et puis quand vous regardez le dernier scandale qu'il y a eu sur comment est-ce qu'on appelle Gates là, son nom n'est pas loin d'être cité dedans. Quand elle était au pouvoir, c'est 3 de ses enfants qui étaient dans qui s'occupaient des secteurs les plus clés, pétrole, banque et renseignement. Je pense pas que ce soit la meilleure façon c'était la meilleure façon de gérer les choses. Mais quoique aujourd'hui, au lieu de ces prix Nobel et Mo Ibrahim puisse s'ériger en donneur de leçons, mais moi je dis souvent le mot n'a de valeur que de la bouche d'où ça sort, mais là ce n'est pas forcément la bouche d'où ça sort, c'est le mot en lui-même de façon intrinsèque qui a une valeur. C'est qu'il y a des vieux qui nous gèrent, à un moment donné il faut laisser la place aux jeunes, parce que ces personnes-là aussi ont des choses à donner, ont des choses à prouver.
Et vous faites sourire, Madame la Ministre, sur ce plateau. Merci de partager ces avant-propos avec nous sur cette tribune, le tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, on va maintenant on va s'intéresser aux différentes réactions sociales suite à la hausse des prix des hydrocarbures au Burkina Faso. Vous savez, il y a eu cet appel officiel lancé par la coalition contre la vie chère, la CCVC, un appel qui sera repris aussi par l'opposition politique qui appelle aussi à marcher le 29 novembre prochain pour dire non à cette hausse, à suspendre cette mesure entreprise par le gouvernement. Alors, on a envie effectivement d'avoir le regard du gouvernement, comment il perçoit cette réaction sociale suite à cette mesure qui a été en tout cas lancée. On en parle avec Madame le ministre en charge de la femme, de la famille, de la solidarité nationale. C'est plutôt le contraire, c'est la solidarité nationale. Justement, quand on parle de solidarité nationale, est-ce que vous n'êtes pas gêné pour quelqu'un qui est censé conduire la politique nationale d'assistance sociale, avoir à justifier une mesure qui est vue comme tout à fait le contraire, c'est-à-dire qui va appauvrir plus les populations et les mettre en tout cas dans une posture d'assistance. Est-ce que vous n'êtes pas gêné par cette question des hydrocarbures aujourd'hui, en tant que ministre de la Solidarité nationale? Merci, Président. Mais avant, je veux vous souhaiter un propre rétablissement. Vous venez d'une petite maladie. Bon, nous espérons que vous allez vous remettre très vite. Merci, et remercier votre chaîne pour l'opportunité qu'elle nous donne encore de pouvoir expliquer les positions du gouvernement. Il est important de souligner, moi, en tant que ministre en charge de la solidarité, l'esprit de la solidarité, c'est équité. On ne parle même pas de l'égalité, parce que l'égalité et l'équité sont différentes. Donc là, c'est l'équité nous voulons. Dans cette équité, longtemps, le gouvernement a maintenu les prix du carburant pendant 2 ans, sachant bien que le cours mondial était à la hausse. Nous avons maintenu parce que nous savions que le contexte était difficile pour les Burkinabés de pouvoir suivre ce pas. Mais cette subvention nous coûte énormément cher. Pourquoi? Parce que vous avez, moi je dis, quand on se plaint, il faut contextualiser les choses. Le contexte est différent. Nous faisons actuellement face à une menace importante qui est l'insécurité et le terrorisme. D'où la nécessité de répartir le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est quoi? C'est la matérialisation chiffrée de la politique du gouvernement. Aujourd'hui, nous voyons des marches. Dans toutes vos radios, on dit donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité. Et ce qui est vrai, parce qu'ils sont allés jusqu'au sacrifice ultime de donner leur vie pour défendre la mère patrie. Et ça, il faut leur reconnaître. Pour leur reconnaître, il faut qu'on puisse donner des budgets conséquents pour qu'ils puissent répondre à cela. Et ça aussi, le budget de l'État, c'est un gâteau qui doit être partagé, c'est pas illimité. Donc, dans ce contexte, nous ne pouvons plus aujourd'hui subventionner ce carburant avec cette hausse qui continue sur le cours mondial et parallèlement donner de l'argent aux forces de sécurité et de défense et les équiper pour rattraper les 30 ans de non-équipement de nos forces de défense et de sécurité. D'où la nécessité pour le gouvernement de réajuster les choses. La réajustation des choses, vous savez, on ne va pas rentrer dans les prix, dans la structure des prix, si vous voulez, on va revenir dessus, c'est de pouvoir actionner sur certains leviers. Le levier, lequel c'était la subvention du gouvernement. Aujourd'hui, si nous devons appliquer les normes, nous devons aller à plus de 100 francs le carburant. Mais nous avons encore réduit cette marge en mettant 75 francs. Pour qu'il y ait cette équité, pour que chaque Burkinabé qui n'a pas pu contribuer pour les forces de sécurité, au moins qu'il sache que ça permettra au budget de l'État de ne pas trop s'essouffler pour la subvention du carburant et de pouvoir répartir ça ailleurs pour que nous puissions avoir une équité sociale. Donc, en tant que ministre de la Solidarité nationale, cela a été discuté au Conseil des ministres et je l'approuve parce que je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire des efforts. Je pense que mon collègue du transport a parlé d'efforts de guerre et les gens ont mal compris. C'est peut-être il s'est mal exprimé, mais moi j'ai compris puisque nous avons parlé du débat. C'était de pouvoir dire nous devons équilibrer le budget de l'État. Pour équilibrer le budget de l'État, sur la structuration des prix, l'État a 2 possibilités, les taxes et la subvention. Vous savez pertinemment que les taxes, nous ne pouvons pas toucher parce que c'est des normes de l'UMOA, c'est des normes que tous les pays doivent respecter pour être en phase avec l'UMOA. Donc nous ne pouvons pas toucher des taxes. C'est surtout la taxe, on parle de la taxe TPP, la taxe sur les produits pétroliers, sur lesquels aussi nous avons l'argument de pouvoir dire que ces taxes,
c'est les collectivités. 50% vont aux collectivités. Nous savons pertinemment aujourd'hui que le développement ne pourra se faire que si elle commence par la base. Nos maires aujourd'hui sont réduits à des budgets. Tous les maires vous ont parlé aujourd'hui pour dire nous n'avons pas de budget, le maire central il bloque les budgets, vous savez, donc nous avons aujourd'hui en tant qu'exécutif pouvoir mettre des mécanismes en place pour permettre aux maires d'avoir au moins comme je dirais, un minimum syndical pour travailler. Et pour ça, il faut qu'on trouve des fonds pour leur donner. Et cette taxe est à 50% adressée aux collectivités. Si nous coupons ça, vous voyez déjà, là, c'est déjà difficile. Et il y a 20% à peu près qui revient à l'État. Mais c'est 20% à l'État et puis 25% sur le fonds routier. Le fonds routier, vous savez que c'est l'entretien des pistes. Nous savons aujourd'hui que c'est un grand casse-tête chinois pour le gouvernement, vu le besoin, vu l'urgence que nous avons sur les routes. Et ça va permettre aussi de financer les prêts que nous avons pris pour faire les routes. Bon, vous avez notre bijou qui vient d'être fait, l'échangeur de Tampouy. Vous savez, les gens, quand ils voient les choses, ils sont contents. Mais avant, ça fait des grincements de dents. C'est normal, c'est comme une injection. Quand tu vas, les enfants, ils pleurent, mais après, ça soigne. Mais nous, le gouvernement, nous sommes là pour un développement des citoyens. Donc nous avons besoin de faire des mesures fortes pour ça. Pour bien revenir sur ma question et résumer, pour vous, vous êtes convaincu que ce n'est pas une mesure antisociale, contraire à la politique nationale de solidarité nationale. On va revenir à la question de la structure des prix que vous avez évoquée tout à l'heure. Là également, on a vu les syndicats percevoir la démonstration de la subvention de l'État comme une sorte de supercherie, parce que nous avons reçu Bassolma Bazé qui suit le dossier depuis quand même des années. Il a fait sa démonstration et tel que le cours du baril au niveau international devait s'appliquer à la pompe, on devait être autour de 385 francs CFA, très loin du prix affiché aujourd'hui. Est-ce que effectivement le gouvernement ne joue pas sur les chiffres pour en quelque sorte embrouiller le peuple? Vous savez, avant de répondre exactement à votre question, je veux dire, le gouvernement, nous sommes des citoyens burkinabés, nous vivons avec les Burkinabés, nous ressentons ce que vous ressentez, contrairement à ce que les gens pensent. Nous ne sommes pas un gouvernement kamikaze, prendre des lois parce que nous voulons nous faire harakiri. Non, nous avons besoin de prendre des mesures fortes pour la postérité. Nous devons travailler pour qu'après nous, ceux qui vont prendre, qui disent « Ah, on les a fusillés, mais ils ont fait les bons choix ». Donc ça, nous les assumons. Donc pour ça, je ne veux pas discuter sur ce que M. Bassolma vous a dit. Moi, je dis seulement, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. La structuration des prix est la suivante. Nous avons les prix dépôt côtier. Le prix dépôt côtier se gère à peu près sur le cours mondial du baril à N+1. Ça veut dire du 1er au 25, les yo-yo du carburant, on fait une moyenne et on trouve le prix côtier à 95%. Il y a 25%, il y a 5% qui revient à prime fournisseur. La prime fournisseur sert du fret. Le fret pour ce carburant côtier. Après cela, nous avons la charge dépôt côtier. La charge dépôt côtier comprend les frais de port, les frais de quai, les frais d'inspection, le contrôle, les CBC, tout ce qu'il y a comme charge qui entoure ce carburant qui vient. Après, nous avons le transit. Vous savez que c'est des normes. Donc, tout ça, nous ne pouvons pas jouer dessus puisque c'est fixe. Les transitaires, ceux qui traitent le carburant, ils ont aussi leur marge. Après cela, nous avons les frais et les marges importateurs. En fait, ceux-ci sont à peu près à 4,6% du prix CAF. Donc, ça aussi, nous ne pouvons pas y toucher puisque c'est des frais et des marges de l'importateur. Après, nous avons la subvention de l'État sur laquelle le syndicat revient. Et cette subvention, avant cette hausse du prix, était à 21,92% du prix du carburant. C'est énorme. Ça veut dire que l'État donne cet argent, prend quelque part donné pour pouvoir permettre aux consommateurs d'avoir cet argent à la pompe. On prend cet argent où? C'est cette question qu'il faut se poser. C'est quel bébé on déshabille pour habiller l'autre? Donc, c'est ce que nous voulons dire. Après cela, nous avons les taxes. Les taxes, nous avons déjà la douane. La douane, vous savez que pour être en conformité avec l'Union monétaire ouest-africaine, nous sommes à 6%
que nous devons appliquer sur 6 à 11% que nous devons appliquer sur le pétrole et le gazoil. Donc ça, c'est des normes. Nous avons signé, nous ne pouvons pas sortir de là. Et après, nous avons les taxes dont je vous parlais sur les produits pétroliers. Cette taxe, c'est sur ça, ils disent oui, nous pouvons réduire. Si même nous réduisons cette taxe, ça ne peut pas couvrir cette subvention. Les taxes que nous prenons aujourd'hui, que l'État prend à travers cette structuration, ne couvrent même pas la subvention de l'État. Ça veut dire qu'en plus de cette taxe que nous prenons et que nous allons reverser aux consommateurs, ça ne va pas se servir. Et ça, tout, sachant bien que la taxe, après il y a la TVA et tout, ce sont des normes communautaires, la taxe aussi sert à développer d'autres secteurs. C'est comme un retour aux consommateurs. Tout le monde a salué la mesure de la gratuité des soins de la mère et de l'enfant. On prend l'argent où? Tout le monde a salué aujourd'hui les routes qui sont en train d'être faites au niveau national et tout. L'argent, on prend où? Les écoles sous paillotes, tous les jours on dit telle école, le gouvernement n'a rien fait. On prend l'argent où? L'éducation. Non, en fait, c'est ce que vous dites. Mais oui, c'est pour dire. Moi, je voudrais qu'ils nous disent, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est sur ces taxes et cette subvention. Mais vous savez pertinemment, ils le savent pertinemment, que si nous enlevons ce verrou à ce niveau, c'est un bébé qu'on a déshabillé pour un autre, il viendra après dire oui, la gratuité des mères et l'enfant, c'est pas effectif. Maintenant, après ils vont dire oui, les routes ne sont pas bien faites, les pistes, nous avons des problèmes. Après, mais il faut qu'aujourd'hui, qu'en tout état de cause et en toute objectivité, que l'État prenne ses responsabilités. Et c'est ce que nous avons fait. Geoffroy. Et moi, je pense qu'on a longuement discuté ici sur ce plateau de la question de cette hausse-là. On a vu et revu les chiffres, on a fait les calculs des fluctuations qu'il y a eu ces derniers temps. Mais la réalité, c'est qu'on est à un stade où on sait que c'est difficile pour la plupart des pays de contenir cette hausse du baril, du Brent qu'on a au niveau international. Et je l'ai dit, quand on recevait Bassolma Bazier ici, on était à quoi de 2016 à maintenant, si ma mémoire est bonne, en gros 74%, on est passé de 40 à 43 et quelques à près de 71, 72 à l'heure où nous parlons, sans oublier que les mois avant, c'est passé jusqu'à près de $80. Donc c'est intenable, ça c'est clair, il n'y a pas à discuter dessus. Mais je pense que pour ceux qui veulent faire le débat honnête, c'est celui de la proportion. 75%. Pour moi, c'est ça qui pourrait faire débat et se dire, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Est-ce que c'est tenable pour le Burkinabé aujourd'hui? On a beaucoup communiqué sur ce que les 21, à pratiquement 22% de subventions représentent à la pompe 8 milliards, 3 milliards pour ce qui est du gaz butane et 3 autres milliards pour, parce que je pense qu'il y a trois compartiments sur lesquels la subvention est effectuée. Mais moi, ce qui me dérange un peu dans l'argumentaire, et ça moi je le dis à Madame le ministre, l'effort qui est demandé, et quand on parle par exemple du carburant, c'est ce qui dans le processus est défini comme étant un genre de consommation intermédiaire. Dans tout ce que nous produisons, dans tout ce que nous vendons, dans tout ce que nous faisons, il y a du transport, il y a même cela qui est utilisé dans le processus de production. Donc ça impacte forcément le niveau général des prix après. On a cette réalité-là, même si on dit aujourd'hui qu'on a discuté avec les transporteurs, ils ne vont pas augmenter, je pense qu'ils vont continuer de payer à la pompe et je ne vois pas comment est-ce qu'ils ne vont pas augmenter ces prix-là. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choix à faire? C'est une caisse dans laquelle on puise, vous dites on déshabille X pour habiller l'autre, mais on essaie de voir qui peut tenir le mieux en cette période de froid-là. Et le carburant, c'est pour moi le nerf où lorsqu'on le touche, c'est qu'on ne pouvait plus toucher à autre chose parce que ça impacte tout le système. Et ça, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est à ça, surtout dans la proportion des 75 francs? Pour moi, c'est aujourd'hui la grande question. Est-ce que on est mal inspiré aujourd'hui de pouvoir retrouver certaines niches, étant entendu qu'on prêche à chaque fois que le Burkinabé ne paie pas forcément tous ses impôts et tout? Je suis content de ce que récemment on ait lancé la question de la taxe de résidence. Ce sont des niches, on a obligé les travailleurs déjà du public à pouvoir s'en acquitter de bon gré malgré eux. Ça va s'étendre au privé. Ça, c'est des choses à saluer. Il y avait beaucoup d'autres efforts comme ça à faire pour renflouer les caisses de l'État, et puis on entend toujours parler des restes à recouvrer de ces grandes entreprises là
qui doivent. On entend parler de ce secteur minier qui est en train de tirer toujours pour avoir le minimum à payer. Et ça, c'est des choses qui se discutent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plutôt, c'est 8 milliards le mois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plutôt entrevu ces choses-là? Et c'est parce que quand on nous présente la structuration des prix et on dit que c'est juste la subvention qu'on pouvait toucher, j'ai dit moi je ne suis pas d'accord, parce qu'on pouvait chercher autre part pour pouvoir continuer de subventionner dans certaines proportions, parce que pour moi la hausse c'était difficilement évitable. Maintenant les 75 francs, ça sera difficile à supporter. Donc ce n'est pas une question, c'est une réaction. C'est parce que la question a tellement tourné que j'ai préféré poser ici et maintenant mon argumentaire poser mon argumentaire à celui de Madame le ministre. Donc Madame, est-ce que le gouvernement n'avait pas d'autres leviers que ce qui a avancé aujourd'hui? Je voudrais remercier le juge Vahan pour son analyse, une analyse très pertinente. Mais je veux vous dire une chose. Je l'ai dit tantôt avant, nous n'avons pas le choix. Nous n'avions plus le choix. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, si nous devions appliquer la justesse de cette subvention, c'était au-delà de 75. C'est parce que nous avons tenu compte de cette analyse que nous avons ramené ça à 75 francs. Parce qu'aujourd'hui, la SONABI est dans un déficit de trésorerie. C'est pas déficit de la SONABI parce que les gens pensent que la SONABI perd de l'argent. Non. Entre ce que la SONABI décaisse et encaisse, il y a une différence. Et vous savez que la SONABI est supportée par des banques, des institutions financières. Et les banquiers, ce n'est pas des enfants de cœur, ils veulent de leur argent. Il est arrivé un moment où nos accompagnants, ceux qui nous accompagnent pour cette mesure, disent nous ne pouvons plus. Parce que la subvention de l'État n'étant pas respectée, parce que l'État ne trouve pas de l'argent pour respecter cette subvention, l'écart se creusait dans les paiements des factures importation du carburant. Nous allons trouver, si nous n'avons pas pris cette mesure courageuse, nous allons nous retrouver un moment où il y aurait des ruptures de carburant. Ça serait encore plus grave. Donc il était important que nous prenions cette mesure et dire aux gens que ce n'est pas les 75 francs, c'est le minimum que nous puissions appliquer pour donner de l'oxygène à la SONABI et permettre d'avoir un approvisionnement équilibré de carburant aux citoyens. Donc nous avons étudié, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit pour gagner du temps, mais nous avons vu aujourd'hui le décaissement que nous avons des chiffres ici, parce que quand on commence avec les chiffres, on se perd. Il faut connaître plutôt la méthodologie. Nous devons beaucoup d'argent aux institutions financières parce que l'État n'a pas pu honorer ses subventions à temps, parce que vous savez qu'avec les grèves, les phénomènes de grève que nous avons eu vous avez dit plus de 2 mois, 3 mois et demi de grève, tout azimut, et en plus ceux qui recouvrent de l'argent pour nous, ça nous a pénalisés. En fait, c'est toutes ces successions de choses qui font qu'aujourd'hui, que nous nous retrouvons à payer le prix de ça. D'où la nécessité de voir l'intérêt commun dans les luttes. Donc c'est ce que je voudrais dire. Moi, je voulais savoir, parce qu'on a beaucoup communiqué sur les 8 milliards pour la subvention à la pompe. On nous dit, bon, c'est vrai il y a cette hausse de 75 francs, mais on ne nous dit pas, au finish, quel impact cela a sur la subvention. Avec les 75 francs, désormais, l'État subventionne le prix à la pompe à combien? Donc, quel a été le manque à gagner? Ça, c'est la première question. Et puis, deuxièmement, moi, quand on parle de ce que l'État doit à la SONABI, moi, je suis un peu dérangé, parce que la solution dans les 75 qui sont ajoutés, c'est d'amoindrir l'approfondissement de cette dette. Absolument. Mais ça ne résout pas la dette que vous avez déjà, que nous avons, parce que l'État c'est tout le monde, où vous allez ponctionner pour payer ce que vous devez. 240 milliards. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la dette les chiffres que j'ai, si ma mémoire est bonne, la dette que nous avons s'élève à 74 milliards 551 millions 777 612. Beaucoup. Oui, les institutions financières, puisque l'État n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de la subvention. Où nous trouvons cet argent? Nous pensons que le sursaut patriotique fera que les gens vont payer leurs impôts. Ceux qui doivent recouvrir vont recouvrir leurs impôts, et nous comptons sur certains partenaires pour nous aider sur certains points clés où nous pourrons économiser de l'argent et investir pour rattraper. Mais déjà, d'ores et déjà, cette hausse de prix va nous permettre d'encaisser et
à la Sonabi d'encaisser directement cette subvention qui va réduire les montants vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des banques qui l'accompagnent. Donc, d'où la nécessité pour le gouvernement de réfléchir rapidement à boucher ce trou. Mais bon, comme l'État reste le meilleur créancier, parce que c'est vrai qu'on paye difficilement, mais on paye toujours. Donc, les gens savent que nous allons payer et nous allons travailler avec les ministères des Finances à dégager des économies par-ci, par-là, sur certains points. Parce que vous savez déjà que nous, les ministères sectoriels, nous avons été régulés. Nous avons été régulés de plus de 50% parfois des budgets pour pouvoir prendre cet argent, faire les salaires, faire les subventions. Oui. Donc, quand on nous régule aussi, ça veut dire que nos programmes ne peuvent pas être mis en route. Nous avons été régulés parce que nous avons été ambitieux. Nous pensions que les gens allaient comprendre que l'intérêt commun devrait prévaloir sur toute chose, ce qui n'est pas le cas. D'aucuns pensent que c'est en luttant comme ça qu'ils gagneraient. Même si, je dis entre parenthèses, même s'ils arrivaient à prendre le pouvoir dans l'état dans lequel ils sont, j'avoue que ça serait difficile pour eux et même impossible de faire ce travail. Nous le faisons parce que nous savons que nous avons cette responsabilité et cette légitimité de le faire. Donc, nous pensons que c'est des solutions pour la postérité et surtout des solutions solidaires de tout le monde pour ça. Donc, vous savez que il est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas, comme je vous ai dit. Il est difficile aussi de pouvoir... En fait, je vais terminer pour dire, il est difficile de marcher et que des gens vous tirent en arrière. On marche moins vite, mais quand on a la volonté, je pense qu'il y a un des deux qui sera fatigué, mais ce ne sera pas nous. D'accord. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi du serpent qui se mord la queue? Au départ de mon argumentaire, lorsque on commençait ce plateau, j'ai dit que la question de l'impact sur le prix à la pompe, ça devient structurel en termes d'onde de choc sur ce qu'on a sur le niveau général des prix. Donc, c'est le consommateur final, le citoyen lambda qui va payer. Ça, c'est clair parce qu'il le paie chaque jour à la pompe. J'ai dit comment est-ce que vous allez rembourser ce que vous devez déjà. Ça encore, à la réponse, c'est le consommateur final qui va le payer parce que ça sera encore une pression fiscale des plus accrues dans le recouvrement et on a déjà vu la dynamique qui est lancée au niveau des impôts et tout. Donc c'est le consommateur final. Donc tout, c'est le consommateur final. Et on a déjà su vos partenaires sociaux qui sont les syndicats qui ont déjà donné le là depuis demandant que les salaires soient revus, demandant plus. Aujourd'hui, on est à ce stade. Est-ce que vous ne comprenez pas les craintes qui sont les leurs, qui font qu'ils décident de sortir parce qu'ils se disent on va payer plus pour le carburant, c'est sûr qu'on va venir nous voir encore parce qu'il y a une dette qui existe et il va falloir la payer. Si ça sera encore nous, on nous parle d'efforts de guerre, c'est sûr que ça sera encore nous. La situation aujourd'hui, pour nous, elle est intenable. Est-ce que vous ne comprenez pas aussi leurs craintes? Nous comprenons vraiment. Je voudrais quand même que, comme vous représentez la population, que les gens puissent comprendre une chose. L'impact des consommateurs, nous avons déjà pris le devant avec les différents commerçants pour demander à ce que les prix des denrées de première nécessité ne soient pas touchés. C'est vrai qu'ils ont promis cela, mais c'est même pas les grossistes aussi, il y a les détaillants des gens qui ne comprennent pas, qui profitent de la chose pour avoir toujours de l'argent, le gain facile. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans une situation où tout le monde doit être solidaire de la chose. Parce qu'il n'y a pas de raison que le grossiste, il ne vous change pas de prix et vous qui êtes dans le petit quartier, vous augmentez le prix. Pour quelle raison? C'est de la cupidité. Donc pour ça, le ministère va travailler à vraiment contrôler cela. S'ils n'ont pas eu de répercussion des prix sur le grossiste qui va chercher la marchandise qu'il amène, qu'il donne au même prix, vous, en tant que détaillant, vous ne pouvez pas augmenter vos prix, ça ne se justifie pas. Donc nous avons commencé à travailler sur ce plan. Vous me dites aujourd'hui que qui paye? Qui va payer pour le Burkina Faso? Le Burkina Faso nous appartient à tous. Si les factures à régler, c'est les Burkinabés qui doivent régler leurs factures, avec une stratégie commune à tous. Pourquoi vous pensez que le gouvernement est dissocié à l'ensemble de la population? En fait, nous sommes comme vous. C'est vrai que nous sommes... Sauf que ras de membres du gouvernement payent le carburant à la pompe. Vous rigolez. Vous savez que je vais vous dire quelque chose. Vous rigolez. Vous pensez que quoi? Nous tous, les membres du gouvernement, on a un carburant plafonné. On a un carburant plafonné à 750 000 par trimestre. Nous, on ne le parle pas parce que si on parle, les gens vont dire que c'est faux. Toute
en sachant que nous sommes sollicités de part et d'autre. Vous savez, quand chacun verse son activité, ils veulent que nous les soutenons. Nous ne sommes pas dissociés de la population. C'est la même chose que quand une ministre du FASO perd de l'argent dans la maison, comme toutes les femmes le font. Nous avons toutes les femmes, je suis une femme comme les autres, perdent de l'argent par rapport à... Mais ce n'est pas un fait important. Quand ça devient ministre, ça devient un fait d'État. Nous comprenons parce que nous représentons l'État. Et c'est pour ça que nous ne disons rien, parce que c'est justifié. Mais ne pensez pas que nous ne vivons pas ce que vous dites. Nous avons des salaires. Et nous vivons de nos salaires. C'est pour ça d'ailleurs quand les gens pensent que nos salaires ne sont pas justifiés, nous venons d'un endroit. Le gouvernement a autorisé que pour avoir la compétence de faire des contrats. Nous avons des familles, nous avons des maris, des femmes, des enfants où nous devons nous occuper comme vous tous. Vous avez quitté un temps X pour faire un sacrifice de la patrie parce que d'autres ont des avantages un peu mieux que le gouvernement. Vous venez au gouvernement, vous n'avez aucun avantage. Au moins, l'acquis que vous aviez pour votre famille, au moins, parce que nous avons des enfants. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand vous nous lapidez, quand vous nous envoyez à la vindicte populaire, nous avons nos enfants qui écoutent, qui regardent et qui jugent aussi. Donc, il faut que les gens comprennent. Autant vous ne voulez pas que ça vous arrive, autant il faut comprendre que nous aussi, nous sommes des citoyens, où nous avons des gens qui nous aiment, surtout nos enfants qui regardent les choses. Ce n'est pas parce que nous avons fait l'option de venir en politique et l'option d'aller dans le gouvernement pour amener notre pierre à l'édifice de la nation que nous devons être vilipendés, salis de manière injuste. C'est ce que je voulais que les gens comprennent. Ne dissociez pas le gouvernement de la population. En fait, c'est ça qui fait que les gens ont du mal à comprendre. Nous sommes avec la population, nous sommes dans la population. Donc tout ce que la population ressent, nous le ressentons. Si même nous ne le ressentons pas, nous, entre guillemets, parce que vous pensez que nous avons des privilèges, nous avons la famille qui le ressent. Nous avons des oncles, des tantes qui le ressentent et qui nous rappellent. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez de qui paye, c'est un ensemble de choses, c'est nos contributions à l'impôt. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes en train de perfectionner nous sommes en train d'innover avec le ministère des Finances pour un meilleur recouvrement de nos impôts. Mais il faut dire aussi que la loi 081 a augmenté les salaires. Et à l'époque, au temps de la transition, ils n'avaient pas budgétisé cette augmentation. Aujourd'hui, je pense que, j'ai dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Tous les fonctionnaires ont une incidence financière sur leur salaire. C'est clair. Tout le monde. La loi 081 a augmenté les salaires. Et pendant 2 ans, ces augmentations, peut-être il y a certains qui n'ont pas ressenti parce qu'il y a eu des retards sur les rappels et tout. Mais cette augmentation, l'essence n'avait pas augmenté. Ils ont vécu ça. Aujourd'hui, quand on augmente l'essence parce que les salaires ont augmenté, et mieux, nous avons le cadre de concertation pour la remise à plat des rémunérations de l'État. Vous avez vu aujourd'hui, je suis heureuse de voir qu'il y a des syndicats qui se sont dissociés de ça parce qu'on a mis tout sur la table, même les salaires des ministres. Et même ils ont dit, si c'est ça vraiment, il faut qu'on revoie ça. Parce que c'est une réalité, vous savez, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Bernard, prenez la parole. Voilà, merci. Maintenant, c'est tout comme le dirait. Alors, la SONABI présentée comme société à la pointe de toutes les autres sociétés qui engrangent, donc meilleure société d'État. Tantôt, on nous présente une société moribonde qui est surendettée, c'est comme si d'ailleurs la SONABI va tomber. En des termes simples, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce que ça veut dire? Vous savez, je ne travaille pas à la SONABI, mais je suis au gouvernement, donc quand les dossiers viennent, on les écoute et on fait aussi notre analyse. Personne n'a dit que la SONABI était moribonde et la SONABI... Elle a été présentée comme endettée, surendettée. Des partenaires même qui n'arrivent même plus à faire confiance à la boîte. Non. Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas le cas. La SONABI a un problème de trésorerie. Et c'est ça qui fait le problème. Parce que la SONABI a plus décaissé qu'elle a encaissé. Du fait de l'État, parce que l'État ne suivait pas les subventions. D'où les partenaires d'accompagnement de la SONABI, les banques, refusent de l'accompagner parce qu'on ne peut pas toujours creuser ce fossé de décaisser plus que ce qu'on encaisse. Comment on est arrivé à cette affaire de problème de trésorerie? Mais c'est clair, tantôt je vous ai expliqué que la subvention de l'État devait suivre. La subvention de l'État, ça veut dire que l'État subventionne la SONABI. Avant, c'était à l'ordre de 21,92% du prix. La subvention de l'État. Ces 21,92% nous coûte de l'argent. Où nous allons trouver cet argent pour donner à la SONABI pour que la SONABI paie ses fournisseurs? Tout en sachant que
la loi 81 a demandé l'augmentation des salaires. On a dû payer. Les revendications syndicales, chacun, à juste titre, je peux dire, chacun voulait qu'on puisse remplir nos engagements. Engagements que nous n'avons pas pris sur notre gestion. Les engagements que nous sommes en train d'honorer aujourd'hui, c'est des engagements depuis 2005. C'est le principe de la continuité de l'État. Absolument, c'est pour ça que nous respectons ces engagements. C'est pour vous dire que ce n'est pas la gestion de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, tout ce que nous décaissons pour les syndicats. C'était des engagements pris avant. Mais la continuité de l'État veut que nous puissions respecter nos engagements. Nous sommes en train de les respecter. Tout en n'oubliant pas que le fonds commun, qui est maintenant taxé, arrimé au budget de l'État, nous a coûté 55 milliards. Et vous savez, les syndicats, quand on ne les paye pas, ils sont en grève. Vous voulez qu'on fasse comment pour arriver à honorer cette créance de la SONABI? En fait, non. Quand je vous entends dire, vous voulez qu'on fasse comment, c'est qui on va déshabiller pour habiller et tel, c'est comme s'il y a un aveu d'impuissance ou de fatalité, pour ne pas dire de capacité à pouvoir faire face à une situation. Donc on dit, bon, comme vraiment je n'arrive pas à faire autrement, bon, je fais ce que je peux. On a cette impression-là que il n'y a pas de solution. Non, peut-être que c'est un ressentiment. Au contraire, c'est pour dire que nous avons pris une décision courageuse de pouvoir maintenir l'État en équilibre et de continuer à travailler pour satisfaire les aspirations des populations. C'est pour ça que nous n'avons pas eu d'autre choix que d'augmenter le carburant pour boucher un peu le gap que la SONABI a avec ses fournisseurs, avec ses partenaires financiers. Les Burkinabés voudraient vous croire, mais en attendant, ils veulent un audit sur la SONABI. Non, vous savez pourquoi je bègue là? Parce que la SONABI a toujours été auditée. La SCE même est passée. Je pense que si quelqu'un... Il faut rendre les rapports publics. Mais oui, ça c'est... Nous pensons que nous pouvons les rendre publics. Qu'est-ce qu'ils demandent? Mais bien sûr, ça c'est... Moi je vais retourner au gouvernement, je vais demander que la SONABI puisse mettre même ses rapports en ligne pour que les gens voient la transparence. Mais ce que les gens devraient comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les bénéfices de la SONABI font partie de l'impôt. 60% des bénéfices de la SONABI sont reversés à l'État pour le retour aux consommateurs. La SONABI n'exploite qu'à peu près plus de moins de 50 à 5% pour sa gestion interne. Donc, il faut dire que ce que la SONABI engrange aussi, tout cet argent que la SONABI n'a pas, elle ne pourra pas aussi reverser ces 60% qui devraient être encore des recouvrements d'impôts pour resservir retour aux consommateurs. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, nous ne sommes pas dans une disposition d'esprit où nous voulons cacher quelque chose. Alors, en ce qui concerne l'enquête, vous dites qu'il y a des audits qui ont été effectués, les résultats sont là, sauf que les travailleurs, à travers la voix de Bassor Mavazier, veulent un comité indépendant, donc des enquêteurs indépendants, composés d'autres entités, pas forcément sur le banc seul de l'État. Alors, quelle est la réponse du gouvernement? Est-ce que cette commission indépendante va se mettre en place? Parce qu'il a parlé d'associer la SELC, d'associer le RENLAC. Vous savez, la mauvaise foi, ça ne s'achète pas, hein, c'est gratuit. L'Assemblée nationale reste le contrôle légitime de l'exécutif. Et à la SELC aussi. Donc, ils ont des mécanismes pour contrôler. L'Assemblée nationale a des députés. Ceux qui sont en train de plaindre, ils ont des députés. Initier comment ça s'appelle commission d'enquête parlementaire là-dessus, initier une recherche d'information par l'Assemblée nationale. Ils ont des mécanismes. Aujourd'hui, moi je dis, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit se veut aussi avec les obligations et les devoirs. Aujourd'hui, l'opposition avec les syndicats, puisque nous avons vu qu'ils ont validé ce que les syndicats ont dit, les syndicats peuvent s'adjoindre à l'opposition avec leur représentation, avoir ces éléments. Pourquoi ils ne jouent pas sur ça? Je ne parle pas du syndicat. Non, mais je dis ça parce que le syndicat a émis des souhaits. Le syndicat connaît, pas seulement basé, c'est un chevronné de la chose démocratique. Il sait ce que, en état de droit, ce qu'on peut avoir. Il sait comment avoir ce qu'il veut avoir. Mais c'est à quoi rime le fait de monter les Burkinabés les uns sur les autres quand on sait qu'on n'a pas épuisé les mécanismes qui sont à notre disposition pour avoir la vérité, si ce n'est pour autre chose. Alors, il y a également que ce qui est demandé, il y a un effort, le gouvernement a pris une mesure, voudrait que les uns et les autres suivent, mais c'est l'exemple d'en face. Un journal d'investigation qui révèle les salaires. Il y a des salaires qui sont conformes, il y a des salaires qui ne sont pas conformes.
alors qu'il y a une réglementation en ce qui concerne les salaires. Bon, moi, je ne vais pas revenir sur l'affaire des véhicules. On l'a tellement usé, j'avais dit usité d'ailleurs. Alors, est-ce que ces éléments-là, vous avez parlé qu'il y a eu un réajustement au niveau des budgets et tout, est-ce que ces éléments présentés au Burkinabé peuvent convaincre qu'il y a un effort à faire en termes d'accepter, serrer la ceinture pour qu'on puisse avoir un Burkinabé meilleur? Vous savez, la mauvaise foi, ça ne s'achète pas. Il y a des décrets qui sont valables pour les fonctionnaires et des décrets qui ne sont pas valables pour les non-fonctionnaires. Il y a l'autorisation du gouvernement à contracter avec les non-fonctionnaires pour travailler dans le gouvernement. Vous savez que la compétence aussi coûte cher, parce que la compétence aussi se veut avec des acquis que nous avons. Vous pensez, moi, tout le monde, ils ont mis des salaires. Vous pensez, moi, je prends toujours l'exemple sur moi parce que j'ai horreur de parler des autres. Vous pensez sincèrement que moi, venir travailler au gouvernement avec ce que vous avez vu, sachant d'où je viens, c'est pas un sacrifice pour ma famille? Ça fait 3 ans que j'ai presque pas vu mes enfants. Vous ne pensez pas que c'est un sacrifice? Pourquoi vous voyez? Non, attendez. Vous savez qu'aujourd'hui, regardez même, moi j'ai un ami qui travaille dans les organismes internationaux qui m'appelait, qui dit, ah, si c'est ce que j'ai vu comme ton salaire, viens, je vais t'embaucher. Il rit de ça. Mais attendez, le Burkina Faso n'est pas un pays à part, un électron libre. Il y a un pays qu'on aime aussi. Pardon? Mais absolument, oui, mais il n'y a aucun développement en autarcie. Nous sommes dans un contexte où il y a la mondialisation des choses, où nous sommes dans un contexte où tous les pays sont en rivalité, où les pays recherchent la compétence. Pourquoi vous voulez misérabiliser vos autorités quand vous savez qu'ils devaient aller en face de leurs homologues et puis les yeux dans les yeux pouvoir défendre notre pays? Pourquoi vous voulez ça? Les gens qui sont au gouvernement, vous savez, moi je vous dis quelque chose de très secret, mais plus rien n'est secret ici. Quand je suis venu au gouvernement, moi, dans un secteur difficile, dans un contexte difficile, on m'a demandé de faire un salaire. Moi, j'ai dit, bon, j'ai donné un salaire que je voulais quand même minimum syndical. Là, le contrôle de la finance, on dit, justifiez votre salaire, sinon on ne vous paye pas ça. Tout ce que nous avons là, ça a été justifié et contrôlé par le contrôle financier. Si ce n'est pas justifié, ils ne vous donnent pas. Ce n'est pas un salaire que nous avons eu comme ça parce que nous avons décidé de faire. Non, il faut justifier de vos acquis que vous avez. Et même ça aussi, c'est un peu qu'on a montré. Parce que quand ils ont dit ça, je me suis un peu senti blessé. Donc j'ai justifié. Ça a amené le salaire qu'ils ont validé. Mais je voulais même qu'ils disent encore que ça là même, j'allais justifier encore. Non, il faut que les gens comprennent que nos salaires n'ont pas été attribués comme ça parce que le président du Faso, le premier ministre est content. C'est sur la base des faits, des justifications. Et le contrôle financier vise nos contrats avant qu'on puisse avoir ces salaires. Non, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous ne venons pas comme ça avec des salaires de rien et puis on monte nos salaires. Non. Nous sommes venus avec des acquis que nous avions et nous voulons servir notre mère patrie. Mais ce service aussi s'entend aussi avec respect de nous, de ce que nous avions avant. Mais il faut que les gens comprennent cela. Et c'est ce que je veux que les gens comprennent. Quand on parle d'aujourd'hui les véhicules, mais quand on a fait la rémunération des systèmes de salaire, la rémunération des salaires avec le cadre de concertation. Mais j'ai dit, vous voyez les véhicules que la Talisman. Et ceux qui ont quitté les Lexus pour entrer dans Talisman. Parce que nous ne venons pas de nulle part. Nous avons accepté aussi cette vie parce que c'est un choix que nous faisons. Donc il faut que les gens comprennent que ce qu'ils voient peut-être... Parce que les gens étaient bien nantis avant, il faut continuer dans l'opulence au dessus du gouvernement. Vous pensez que ce que nous avons c'est l'opulence? Comparé au reste du Burkinabé, en tout cas on peut le dire. Mais pourquoi vous voulez comparer ce qui n'est pas comparable? Ah bon? Non, en fait, ce que je dis, c'est des statuts. Vous avez dit tout à l'heure que... Non, en fait, ce que je veux vous dire, ce n'est pas comparable parce que nous sommes une autorité qui doit représenter l'image du pays, qui doit défendre les intérêts du pays, qui doit faire que les mondes extérieurs nous fait confiance et nous suivent. Combien de pays aujourd'hui, comme le Burkina Faso, est représenté sur le plan national, mondial, avec nos acquis? C'est aussi ce combat que nous devons faire. En fait, c'est ce que je veux vous dire. Autant aujourd'hui,
le fait le plus banal, tel que perdre de l'argent chez les autres, ce n'est rien, autant chez nous, ça devient un problème d'État. Autant un problème de couple, où c'est banal, où tout le monde vit pire que ça, c'est banal. Autant quand ça revient au gouvernement, ça devient une question d'État. C'est ça aussi qui coûte quelque chose. Pour quelqu'un qui représente des citoyens et qui assume des fonctions publiques, il y a la question de la probité, de savoir se gérer soi-même, fait partie des exigences. D'ailleurs, on a vu des... Non, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça aussi, je vous dis, vous nous demandez beaucoup d'efforts. Mais vous ne voulez pas que nos efforts... C'est comme aujourd'hui, vous demandez aux forces de l'ordre... Il a dit qu'à celui qui en a plus, il sera demandé davantage. Absolument, nous sommes d'accord. Voilà, donc, mais oui, non, c'est pour ça que nous sommes d'accord. En tant qu'autorité, accepter qu'il y ait beaucoup plus d'exigences. Non, juge Bougma, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pour ça que nous comprenons la population vis-à-vis de nous. Sinon, ça serait difficile pour les gens, j'ai encore prends pour mon cas, où même on met en pâture les enfants de la personne et tout. C'est difficile. Mais nous comprenons la situation parce que nous sommes une autorité. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi nous dire, étant une autorité, on ne peut pas nous comparer aux citoyens lambda puisqu'on nous demande plus. D'accord. Je vais avoir une dernière question avant qu'on tire le verdict. Moi, je pense que l'enjeu de tout ça va dépendre de la façon dont autorités et notamment partenaires sociaux se parlent. On a vu sous d'autres cieux, pour ne pas citer de pays, où les clivages étaient très forts, où on a une politisation très ancrée du monde syndical, parce que c'est des pays qui ont connu des histoires récentes très difficiles, mais qui sont parvenus par moments, à travers un discours franc, à trouver des terrains d'entente, et même pour certains, comme on appelle ça, une trêve. Voilà. Chez nous, ça n'a jamais été le cas. Même si l'appel du pied avait été lancé, on se rappelle, par le Premier ministre Paul Kabatieba. On a reçu ici, il n'y a pas longtemps, rappelle-moi, je perds, mais... Vous parlez de qui? Le syndicaliste qu'on a reçu tout à l'heure, Bassouman Bazié, désolé. Voilà, quelqu'un que je respecte, dont le nom est parti comme ça, qui a fait la caricature un peu de ce que sont aujourd'hui nos autorités, un porteur robot. Et je lui ai dit, c'est une caricature grossière. Aujourd'hui, quand on vous entend aussi, c'est une outil vers l'arrière, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui dort, il y a aussi la mauvaise foi ne s'achète pas. Bon, on a l'impression de camps qui se regardent presque en chien de faïence. Et ça, c'est le Burkinabé lambda qui vous regarde aussi, alors que c'est vous qui les représentez dans des intérêts peut-être différents, mais qui doit concourir dans une conjugaison des efforts à les mettre à l'aise. Comment on sort par le haut de cette situation sans le dialogue? Comment vous entrevoyez les jours à venir quand on sait qu'il y a la date du 29? Juge Van, je suis très content de cette question. Vous savez pourquoi? Parce que longtemps, tous les jours, le gouvernement demande aux syndicats, discutons. On vous met tout à plat et on voit comment on le fait. Nous avons initié le cadre de concertation avec les syndicats pour dialoguer. Et les syndicats ne sont pas venus. Quand je dis on fait comment, c'est pour dire que nous, on ne va pas attendre les gens pour continuer à faire notre travail. C'est pas possible. Il faut que nous prenions des mesures. Il faut que nous puissions avoir des décisions du gouvernement pour aller de l'avant. Parce que les Burkinabés comptent sur nous pour leur développement. Et ce n'est même pas pour nous, c'est pour la génération à venir. Nous devons poser des actions fortes pour la génération à venir. Nous avons toujours tendu la main aux syndicats. Il y a des syndicats qui sont partants. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a des syndicats qui se sont dissociés parce que nous discutons avec eux. Ils voient la réalité. Mais les syndicats qui ne veulent pas venir, qu'est-ce que vous voulez? La démocratie, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut dans la limite de la légalité. C'est ça la démocratie. Nous ne pouvons pas aujourd'hui obliger un syndicat à venir s'asseoir autour d'une table avec nous. Quand on l'invite et puis il dit nous ne venons pas. Nous prenons que acte et ils ont ce droit de ne pas venir. Nous ne pouvons pas mettre des policiers à leur trousse pour qu'ils viennent s'asseoir avec nous. Il y a des syndicats, nous avons invités, ils sont venus discuter et jusqu'à présent ils discutent avec nous. Il y a eu des conclusions pour le cadre de concertation. Moi d'ailleurs, j'ai fait partie des discussions sur la remise à plat des rémunérations du système de l'État. Mais c'était une discussion, il fallait que les gens voient ça. C'était une discussion honnête, franche. On s'est bien engueulé. Après, on a regardé, tout le monde a vu, on est sorti avec quelque chose de bien. Parce que, par exemple, juge Van, nous sommes là tous les deux. Quand on s'échange un stylo, vous me donnez votre stylo, je vous donne le vôtre, je vous donne le mien. Chacun part avec un stylo. Mais là, ce débat, chacun part avec des idées enrichies. Vous avez enrichi les miens, moi j'ai enrichi les vôtres et nous partons. Mais tant
que nous ne décidons pas de s'asseoir et de s'enrichir les choses, nous n'allons pas y arriver. Et Bassolma Bazié fait partie des radicaux. Donc, il y a toujours des radicaux quelque part. Nous ne pouvons pas non plus aller avec ceux qui sont là tempérés. Moi, je suis désolé de le dire, c'est un radical. Alors, et aujourd'hui, l'extrémisme et le radicalisme... On va pas mettre l'accent sur M. Bassolma Bazié. C'est vous qui l'avez amené le sujet ici. C'est pas moi. Aujourd'hui, nous sommes dans les dernières minutes. Nous sommes dans les dernières minutes. Oui, mais bon, je réponds à vos questions, Sur ce plateau, vous avez vous-même qualifié votre initiative de courageuse. Il y a des réactions sociales qui ne sont pas à négliger, légitimes tout de même. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous puissiez revenir sur, on va dire, cette mesure-là, la suspendre comme l'a demandé l'opposition, comme l'a demandé la société civile, étant donné aussi que vous avez parlé de démocratie, la démocratie c'est le nombre. Est-ce que sur le 29, il y a une mobilisation monstre pour dire non, vous allez revenir sur votre décision? Vous savez, la légitimité, c'est le suffrage universel que le président a eu lors de sa demande de suffrage. Et c'est ça sa légitimité. Et c'est cette légitimité qui lui confère de prendre des décisions au nom du peuple. Et seul un prochain mandat, si ceux qui ne veulent pas iront aux urnes pour lui dire nous n'avons pas été d'accord pour la mesure que vous avez prise, voilà, nous ne vous donnons plus notre quitus. C'est ça qui pourrait revenir sur les décisions du président du Faso. Mais nous comprenons qu'aujourd'hui, si la majorité des Burkinabés décident de dire qu'ils ne veulent pas payer ça, le président, je pense, prendra acte et prendra les mesures idoines là-dessus. Mais je pense qu'il a pris, à travers son gouvernement, la meilleure option pour la postérité et pour le développement du Burkina Faso. Donc nous restons solidaires. On l'a compris, le 29 n'aura aucun effet sur la mesure déjà en vigueur. Bernard Boukma, il nous reste 2 minutes à partager ensemble. On va la diviser en deux. 1 minute pour vous pour tirer un verdict. Alors, 1 minute pour tirer un verdict, comme elle a si bien dit, les deux parties, elle l'a dit chaud froid, les deux parties se regardent en chair de faïence. C'est un discours qui est dur, tenu par l'un ou l'autre. L'autre a toujours caricaturé l'autre dans un sens souvent fort, parfois à la limite de l'extrême. Donc, alors que pour des partenaires, on dit partenaires sociaux, on ne devrait pas arriver là. Donc, de mon point de vue, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'ensemble, et l'ensemble des deux parties doivent effectivement pouvoir jubiler pour le bien des Burkinabés, parce que, pour terminer, dans cette affaire, il y a un qui manipule la population, il y a un qui manipule l'autre. Et quand on tombe dans la manipulation, nous les citoyens, nous sommes pris de court. Et puis, on s'en sort pas parce que nous sommes tous victimes de manipulation. Merci. Moi, je dirais très clairement qu'à ceux qui disent non à l'augmentation, il y a la réalité qui est là, qui justifie au moins qu'on ait un certain degré d'ouverture pour dire que ça peut être difficilement gérable pour nous, mais il y a derrière aussi une réalité qui est celle qu'il y a une contrainte à augmenter pour beaucoup de pays. Maintenant, deuxièmement, il faut aussi que ceux qui gouvernent comprennent que c'est difficile pour ces populations-là de continuer de supporter un certain nombre de choses, et que donc dans des proportions, il faille peut-être écouter un peu ce qui est en train de sortir. Moi, j'entends ça comme des gémissements, parce que à mettre la main sur la bouche pour finir, on entend quelqu'un maugréer quelque chose, mais c'est difficile à supporter. Donc il faut qu'on entende le pied qui marche sur celui de l'autre et qu'on soit sensible à cela. Merci à tous les deux juges de l'actualité. Merci à Madame le ministre d'être passée. En tout cas, de vos propos, on a compris de façon officielle comment le gouvernement perçoit cette réaction sociale suite à la hausse des prix des hydrocarbures. On espère que l'opinion se fera son opinion. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour la deuxième convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.